Écoutez, bonjour à tous. Nous sommes depuis l'ISEG de Strasbourg et j'ai le plaisir d'accueillir Kelly Hitman qui va se présenter. Mais tout d'abord, je vais dire bonjour et Monsieur Kelly Hitman aussi à tous les lycéens, à tous les parents qui nous regardent par rapport à ces 10 jours de l'orientation qui ont débuté le 5, qui vont se terminer le 15, et donc 3 écoles du groupe Ioni se sont associées, donc l'ISEG, dont les pylônes sont la communication, le digital, le marketing, IRTSUP et puis Epitech. Mais si on revient vers Monsieur Kellyman, je voudrais quand même lui poser une première question qui est fort simple au demeurant, c'est de se présenter, vous verrez, c'est un homme fantastique. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, je m'appelle Kai Littmann, je suis allemand, personne n'est parfait, et je suis rédacteur-chef d'un quotidien franco-allemand et européen qui s'appelle eurojournaliste.eu et qui a le plaisir et l'honneur d'être ici, domicilié à l'ISEG, depuis la rentrée, depuis le mois de septembre. On a nos salles de rédaction au 3e étage. J'écris aussi sur des médias comme Mediapart. J'ai une petite intervention quotidienne depuis 6 ans sur Radio France Bleu Alsace dans la matinale, qui s'appelle De l'autre côté du Rhin et qui donne effectivement tous les jours un petit aperçu du ressenti germanique par rapport à l'actualité en France, en Allemagne, en Europe. Très bien, Monsieur Kellyman. Alors, on a bien entendu, vous êtes journaliste, eurojournaliste, Oui. donc ça c'est important, avec 2 rédactions, une rédaction donc à Strasbourg, une autre rédaction à Fribourg, il me semble, Oui. en Allemagne, et puis Mediapart, vous avez cité, et puis France Bleu. C'est ça. Et France Bleu. Alors, donc, les lycéens qui nous regardent doivent se poser la question, pourquoi un journaliste vient à l'ISEG de Strasbourg et pourquoi vous êtes là ce soir? Mais il y a un grand mot qui flotte un peu au-dessus de tout ça, et ce mot, c'est synergie. On a intégré aussi le corps enseignant. Je donne des cours ici à XP School pour le journalisme sportif dans le monde des e-sports. Et on a constaté déjà pendant les premières semaines que d'une part, on peut offrir à l'ISEG un vecteur de communication supplémentaire. On a créé sur Eurojournaliste une rubrique dédiée à l'ISEG qui s'appelle, c'est vous qui avez trouvé le nom à l'époque, ISEG Formation, et qui est libre pour toute publication émanant de l'ISEG. On peut annoncer des manifestations, on peut rendre compte de manifestations. On a déjà publié des success stories, par exemple une jeune étudiante qui étudie ici, qui a fait un très joli article sur son ressenti ici à l'école, pourquoi elle est venue ici, comment ça s'est passé pour elle. Donc c'est vraiment des choses de la vie réelle. Et dans l'autre sens, on a un soutien technologique par ces compétences extraordinaires qu'on trouve ici à la maison. Et je crois qu'on a maintenant déjà 3 ou 4 étudiants qui ont publié sur Eurojournaliste leurs premiers articles, où on les accompagne, on leur explique un peu comment on écrit un bon article. Et cette coopération devient, je pense, très très fructueuse dans les 2 sens. Monsieur Littmann, justement, c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que lors de notre rencontre, on évoquera tout à l'heure, mais c'est de faire comprendre à nos jeunes lycéens qu'en venant à l'ISEG, ils sont accompagnés, qu'ils peuvent travailler donc avec un vrai journaliste ou des vrais journalistes à travers un web magazine, un web journal, et que tous ces étudiants de première année peuvent prendre, pas une option, mais une logique de travail, puisque le monde de la presse est un média extrêmement puissant, et il faut donc savoir écrire, donc faire des conférences de presse, faire venir des invités, et puis également les encadrer, puis les emmener sur ce web journal. Et donc c'est ce que vous proposez à nos étudiants de première année. Vous avez parfaitement raison, Eric Hamel, et je crois que c'est même toute la beauté de cette école, parce que ça se passe non seulement comme ça chez Eurojournaliste et pour moi personnellement, mais la quasi-totalité des intervenants, c'est des gens qui viennent avec une énorme expertise de leur domaine dans la vie réelle, dans la pratique. Je vois tous les projets qui sont menés ici avec et par les étudiants. Ce n'est pas des choses théoriques, c'est toujours vraiment the real life. Un jeune étudiant qui écrit un article chez nous, quand l'article est particulièrement bien fait, on le publie sur Mediapart,
on touche quand même 800 000 lecteurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. C'est énorme. 800 000 lecteurs. 800 000 lecteurs quotidiens. Parfois, nos articles restent même plusieurs jours à la une. Je crois que la période la plus longue qu'on avait un article à la une, c'était 9 jours. Donc, pour les jeunes, ils savent, quand ils publient quelque chose par notre biais, ça ne compte pas pour du beurre, c'est du vrai, c'est vraiment la vie réelle. Et comme dit, je le constate dans d'autres projets qu'on accompagne aussi ici à l'école, c'est toujours cette approche, on fait des choses réelles. Ce n'est pas la théorie. La théorie, évidemment, joue un rôle aussi dans les cours que je donne, mais on axe tout sur la pratique et vraiment l'expérience du terrain. Quels sont les projets que vous avez encadrés au niveau rédaction presse dernièrement? Le grand projet sur lequel on travaille avec des experts externes à l'école, avec des experts internes à l'école et avec tout un groupe d'étudiants, c'est cette grande exposition Prince qui aura lieu l'année prochaine. Et je suis ébloui de voir ces jeunes qui travaillent sur une exposition qui risque d'être l'une des plus grandes manifestations culturelles à Strasbourg l'année prochaine. Et ils travaillent pour vraiment un vrai projet. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en mémoire à la fin de ces cours. On dit, si on avait fait le truc en réel, ça aurait été comme ça. Non, on travaille vraiment sur du réel. Et c'est énorme. Alors, Prince, bon, je pense que nos jeunes lycéens connaissent Prince, mais c'est à la même époque, hein, c'est Michael Jackson, mais dans un autre domaine du rock et de tout ce qui était guitare électrique. Alors, rapidement, Prince... comment ça va se passer? On va voir donc au niveau de l'école les guitares de Prince, la casquette de Prince, les chaussures de Prince ou les vinyles de Prince, toutes les tenues de Prince. On va voir des chanteurs parisiens, des rockers parisiens. On va travailler avec Radio Perfetto, il me semble. Hein, tout à fait, également, la radio des rockers. La radio des rockers qui va nous faire pas mal de choses. Et tout ça, c'est encadré avec des étudiants de première année. Hein, donc on a 3 étudiantes charmantes de première année qui sont impliquées dans ce projet. Coachée par Natacha Andréani, qui a fait The Voice, qui était sous la tutelle de Garou, donc elle est toujours très contente d'en parler, mais elle coach ses étudiants, on est vraiment dans l'univers musical, mais on n'impose en aucun cas aux étudiants de dire vous, je vous impose pour faire Prince. Les étudiants disent ok, j'ai envie de travailler pour Prince. Et donc ça, c'est un projet. Dernièrement, il n'y a pas d'autre projet sur lequel vous avez travaillé avec les étudiants? Il y a plusieurs projets. Si vous voulez, il y a en permanence des projets. C'est aussi un peu la particularité de cette école. Il n'y a pas un projet et on regarde ni à droite ni à gauche. On est en permanence sur des projets. On est sur des projets sociaux. Oui, tout à fait. Le velouté des étoiles. Exactement. Hein, donc, velouté des étoiles, ou la collecte des dons. Donc, c'est un velouté qui à l'école, il y a un click and collect. Et donc, on vient chercher cette soupe. Alors, ce velouté a une particularité. Et donc, on va avoir un magnifique article chez vous. C'est avec un chef étoilé fort connu. Donc, il y en a 4 qui viennent faire une soupe. Et l'ensemble des soupes achetées par des citoyens, des consommateurs, il y a des dons. L'année dernière, on a eu 50 000 € de dons. Les étudiants de première année étaient également associés, mais de deuxième, de troisième, quatrième année. Et les 50 000 € de dons ont été donc donnés à des associations caritatives locales. Donc, voilà. Et il y a d'autres projets. Actuellement, on accompagne un groupe d'étudiants qui sont soutenus par l'ISEG et qui ont lancé une plateforme qui rentre carrément dans le domaine de l'économie post-Covid, qui ont vraiment des ressources extraordinaires ici dans tous les domaines, que ce soit la logistique, que ce soit l'accompagnement, que ce soit le conseil, que ce soit la communication. Pas plus tard que cet après-midi, ils ont vu leur article qui était paru chez nous paraître également à la une de Mediapart. C'est tout à fait actuel. En plus, il y avait un des étudiants qui passait juste au bureau à ce moment-là. Et quand il a vu son article à la une de Mediapart, je ne dis pas la joie chez ces jeunes. Et là aussi, c'est du concret. On peut soutenir ce type de projet avec une communication nationale. Il y a 2 des étudiants dans ce groupe de travail qui vivent aujourd'hui à Bordeaux. Eh bien, à Bordeaux, on lit Mediapart comme on le dit à Strasbourg, à Paris, à Nantes et à Nice. Et donc, ils ont un véritable soutien dans la vie réelle pour lancer un projet qui est assez révolutionnaire, qui est un véritable projet économie post-Covid, où les étudiants trouvent ici un soutien. Moi, je le dis, je n'ai jamais vu ce type de soutien quand j'ai fait mes propres études.
Par contre, j'ai vu ce type de soutien. C'est la question que j'allais vous poser. Je le savais. C'est la question. Bon, je connais un peu votre vie, donc, Monsieur Kelitman. Alors, question, où vous avez fait vos études, c'est important parce qu'on vous a un petit accent allemand, et puis vous avez enseigné où? Et là, c'est intéressant pour les lycéens, même pour nos étudiants à l'école, parce que vous avez une forme de presque double, triple culture. Oui, effectivement. J'ai fait mes études à l'université de Nice, à la faculté des lettres. J'ai découvert la France à l'âge de 14 ans dans le cadre d'un échange scolaire et je suis tombé immédiatement amoureux de ce pays, de sa langue, de sa culture, de sa gastronomie, des belles femmes, de tout ce qui fait la France. Et je suis revenu immédiatement après le bac faire mes études en France. Donc j'ai fait toutes mes études à Nice et plus tard j'ai enseigné effectivement, j'ai donné des cours d'été à 2 universités aux États-Unis, d'une part un petit collège pas trop connu à Kalamazoo dans le Michigan, mais dans un cadre très très familial, 4000 étudiants, cadre familial, mais pour les États-Unis c'est un cadre familial. Et surtout, et je suis vraiment content d'avoir pu faire cette expérience à Kent State dans le Ohio, une université emblématique qui était la scène en 1965 des premières révoltes des étudiants américains contre la guerre de Vietnam. Il y avait 4 étudiants qui ont été tués par la garde nationale sur le campus et il y avait tout un mouvement qui a pris ses débuts là-bas, qui est rapidement arrivé à l'UCLA à Los Angeles. Mais le début de ce mouvement était effectivement à Kent State University. Et l'expérience faite dans ces 2 écoles américaines, c'était effectivement ce que j'ai retrouvé ici lors de ma première visite quand on a fait connaissance. Vous vous rappelez, au bout de 30 minutes, je vous ai dit, mais c'est carrément le campus américain à Strasbourg. Tout est axé sur la pratique pour les étudiants. Les offres sont... on est là, on leur met à disposition vraiment le meilleur matériel, les meilleurs enseignants, la meilleure structure. Merci. Et c'est pour ça, je le vois moi-même quand j'enseigne. Déjà, pour moi, il y a un soutien technologique énorme de mon institut ici. Les étudiants sont encadrés comme c'est pas possible. On est dans un petit groupe. Moi j'ai 11 étudiants. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on peut bien travailler avec 11 étudiants sur un sujet quand même assez poussé qui est le journalisme sportif dans le monde des e-sports? Déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles en France qui enseignent cette spécialité-là. Ben, ici, on est 11, on travaille super bien, tout est fait pour les étudiants. Et ça, quand j'ai fait mes études à Nice, c'est pas pour mal parler de l'université de Nice que j'ai adoré, mais on n'avait pas du tout ça. Non, on n'a pas la même approche au niveau de l'ISEG, ça c'est vrai. Et moi, ce que j'ai souhaité faire de ce campus, c'est un campus ouvert, hein, comme vous le dites. Donc les étudiants ont même les clés du campus pour venir travailler le soir. Les premières années, tous les lundis, ils ont cours, ils ont une semaine très lourde, mais le lundi soir, c'est toutes les matières que j'appellerais... je ne vais pas vous dire pas importantes, mais elles sont les plus importantes. Les plus importantes parce que c'est tout ce qui est web radio. Donc on a une radio en interne qui tourne jour et nuit, animée par Erwan, que vous connaissez, qui est un animateur fétiche de top musique, donc qui est la première radio du Grand Est, devant Énergie, etc. Donc Erwan fait un cours sur la vie des médias, donc s'occupe de la web radio, et tous les étudiants qui veulent travailler sur cette web radio peuvent travailler. Mais il y en a qui disent, je ne veux pas la web radio. Donc ils peuvent faire de la web TV. La web TV, c'est Roya. Donc Roya, c'est une personne qui travaille sur la 3, qui est animatrice sur la 3 et qui anime également le lundi soir. Il y a vous, donc un 3e média avec la presse. Et donc tous les cours professionnels sont donnés par des professionnels. Et quand je fais le distinguo entre l'équipe pédagogique, 40% des profs théoriques, j'en fais partie, et puis 60% de professeurs, donc ils sont des véritables intervenants professionnels de très haut niveau qui viennent guider les étudiants et puis les faire réagir par rapport à ces matières. Le digital. Mais là, ça m'inspire une question à vous, parce que vous mettez à disposition des étudiants, aussi de nous, un matériel qui vaut une fortune. Oui, c'est vrai. Je fais une petite parenthèse. Lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, c'était l'été dernier, je me rappelle très bien, il faisait 40 degrés, et vous m'avez dit, tenez, je vous montre la maison, qui est immense. Et au bout de 25-30 minutes,
On arrive au point de départ, et là, vous me dites, ah ben tiens, je vous montre encore le caveau. Et je me suis dit, mon Dieu, maintenant, il faut encore descendre des escaliers, regarder un caveau. En plus, un caveau, qu'est-ce qui peut bien être dans un caveau? On descend ce petit escalier en peu biscornu, vous ouvrez une porte, et je me retrouve dans un studio télévision professionnel. Ayant travaillé pour France 3, je sais ce que c'est qu'un studio professionnel, c'est un studio professionnel. Juste à côté, un studio radio. Je vous ai dit, je travaille aussi à Radio France Bleu, en studio radio totalement professionnel. Et derrière, là où à l'époque il y avait les salles des trésors, parce que c'était un bâtiment qui était... C'est une ancienne banque. C'est une ancienne banque, derrière des portes grosses comme ça. Une petite salle informatique avec 40 Mac dernier cri, ce n'est pas la seule salle informatique de la maison. Et je me suis dit, ben, là, je crois que je suis vraiment à la bonne adresse. Et là-dessus, vous me dites, ben, tout ça, vous pourrez l'utiliser. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce moment-là de dire, tiens, hop là, on va travailler avec cela? Je ne vais pas vous dire, Monsieur Littmann, vous n'avez pas 15 ans. Voilà. Donc, vous êtes un professionnel. Et l'école, c'est une école ouverte pour les professionnels qui veulent venir travailler, même le samedi, même le dimanche. C'est une école ouverte. Je trouve toujours ridicule de fermer un campus le soir et de le rouvrir le lendemain matin. Je me dis, c'est un véritable gâchis. Ça veut dire qu'un vrai campus, tel qu'à mon âge, à 61 ans, je vous donne mon âge, mais un campus doit être ouvert jour et nuit. Les étudiants peuvent venir jour et nuit. Ils sont encadrés, ils ont une carte magnétique. Pourquoi ne pas utiliser le matériel qu'ils ont à 3 heures du matin? S'ils ont des dossiers à faire, à rendre des dossiers, des rapports, s'ils ont une vidéo à faire. Alors, on respecte les consignes de sécurité, bien sûr, mais entre respecter les consignes de sécurité et fermer une école, j'ai un ami à l'ENA qui m'a dit, on est jumelé avec l'ENA, et m'a dit, comment tu fais, comment vous faites pour avoir une telle énergie, dynamisme au niveau de l'école? Ben, je dis, ben, moi, mon école est ouverte. Et il m'a dit, je crois qu'à l'ENA, on a fait une bêtise. À force de fermer l'ENA, c'est devenu une maison close. Et quand c'est une maison close, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Ça devient douteux. Et on ne vient pas volontiers dans un endroit fermé. Ici, c'est vraiment, je le sens. Je ne vous cache pas, lors de cette première visite, la première chose qui m'avait frappé, ce n'était pas cette salle extraordinaire avec toute la technologie, c'était le comportement des étudiants. Oui. Je suis arrivé et tous les jeunes m'ont salué. Vous me direz, c'est un détail. C'était plein de jeunes que j'ai croisés et tout le monde m'a dit « Bonjour monsieur ». Je vais à la fac, comme dit, ce n'est pas pour dénigrer l'université, mais croyez-moi, je rentre à la fac de Strasbourg, il n'y a personne qui me dit bonjour. Et ni au revoir. Ni bonjour, ni au revoir. C'est des détails, mais je trouve que c'est des détails qui racontent déjà toute une histoire. Et je le vois, les étudiants, ils aiment bien venir ici, ils aiment bien étudier ici, ils s'identifient énormément à cette école. Des détails. Chaque étudiant que je croise ici a sa petite sacoche avec un logo ISEG pour son ordinateur portable. Il le porte fièrement. Je croise des gens en ville et on se fait des petits sourires parce qu'on porte tous les deux un sac ISEG et on fait partie de la même famille. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Il y a un esprit corporate que je trouve assez fort et très fort au niveau de l'ISEG, même sur l'ensemble du campus. Mais je dirais au niveau de l'ISEG, c'est vraiment une image qui est reconnue sur Strasbourg, une image extrêmement positive et une école qui a sa place dans l'ensemble des institutions. Et c'est pour ça que j'ai dit oui à Eurojournaliste, parce que vous avez votre place dans notre institution qui est l'ISEG, ou le campus sioniste, parce que vous êtes des journalistes brillants, avec, je dirais, une logique d'esprit, avec une coopération transfrontalière. Alors, justement, si je reviens au petit titre qui a été noté, pourquoi cette coopération transfrontalière peut aider les étudiants de première année ou de troisième ou quatrième année? Je vais vous sortir quelques chiffres. Le premier chiffre, je pense qu'il est important, parmi les 500 millions d'Européens et Européennes, il y a 35% qui vivent dans des régions frontalières. Oui. Donc, notre exposition ici, on est à vol d'oiseau, à 5 km du Rhin et donc de la frontière avec l'Allemagne. On vit dans une région très, très intégrée. En 2006, la Fondation Entente franco-allemande a effectué un sondage avec l'Institut Sofres qui a démontré que si on réussit l'intégration du marché de l'emploi et du marché de la formation, qu'on va assurer 50 000 emplois à l'horizon 2050 dans la région. Donc la coopération transfrontalière dépasse de loin le cadre
d'un truc sympa, un nice to have, un truc altruiste. Non, c'est une nécessité en Europe aujourd'hui de regarder au-delà des frontières. Ouais. On est à Strasbourg, capitale européenne. Encore une petite parenthèse, on travaille beaucoup avec les institutions européennes, avec le Parlement, on mène des campagnes régulièrement. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait déjà lancé un projet commun entre les CEG et nous, Oui. qui consistera à avoir à chaque séance plénière du Parlement européen à Strasbourg une conférence ici, dans cette salle même. Par un député européen. Exactement, qui peut être grillé par les étudiants sur l'actualité européenne, qui est quand même extrêmement riche. Donc, je pense que cette orientation transfrontalière, je n'ai même pas encore mentionné que Eurojournaliste publie systématiquement en langue française et en langue allemande et en langue anglaise. Donc, cette approche multilinguistique, cette approche ouverte vers l'Europe et sur cette réalité transfrontalière dans notre région, je crois que c'est un véritable atout aussi pour les étudiants qui s'ouvrent l'esprit, qui regardent un peu au-delà de leurs propres frontières. Ça c'est extrêmement important parce que vous avez parlé français, allemand, anglais. Donc, ça veut dire qu'un étudiant qui fait une majeure internationale dès la première année peut très bien venir avec vous travailler sur des articles en anglais. Parfaitement. Voilà. Et ça, c'est important. Un étudiant qui affectionne l'allemand, et je dirais que malheureusement, il y en a de moins en moins, hein, malheureusement, mais il y en a, donc il peut venir travailler avec vous sur des rédactions allemandes. Il peut même aller à Fribourg, éventuellement, travailler à Fribourg. Et donc, c'est ça, je dirais, la collaboration entre Eurojournaliste et puis l'ISEG, avec, malheureusement, je dirais, le Covid a empêché la première partie de notre partenariat, qui était de dire tous les mois, et c'est vrai, on peut faire venir un député européen, un jeune député européen, pour parler de son pays, faire un petit peu de géopolitique avec les étudiants, ou les étudiants qui sont intéressés viennent, toujours pareil, ceux qui ne sont pas intéressés ne viennent pas. C'est-à-dire que on n'oblige jamais, on n'impose jamais. C'est à eux de savoir s'ils ont à venir ou pas. Ils font du réseau, paraît-il, le réseautage, mot à la mode, mais avant tout, on fait tous des relations publiques. Eric Hamel, je vous rassure tout de suite, même si ça a été reporté à cause du Covid, on a mené l'année dernière une campagne avec 70 eurodéputés de 18 pays en faveur de l'élection européenne au mois de mai. Oui. Et parmi ces députés, il y en a 40 qui ont été réélus. Oui. On les a déjà contactés pour savoir s'ils étaient prêts à venir à l'école une fois que le Parlement à Strasbourg reprenne sa vitesse de croisière. Ils sont tous prêts à venir et donc on aura même le choix. On peut même axer un peu sur des députés de certains pays. Ils vont tous venir ici, faire des conférences, être disponibles pour les étudiants, oui. Répondre aux questions des étudiants et vraiment faire vivre cette Europe qui est un concept très théorique pour la plupart des gens, pour la vivre concrètement et pour comprendre l'importance de cette Union européenne pour nous. Vous êtes un Européen convaincu et j'espère que les jeunes lycéens qui nous regardent comprennent que c'est extrêmement important pour eux. C'est-à-dire qu'il faut diversifier ses connaissances, il faut aller à la rencontre des autres si on veut progresser. Je répète, les cours, c'est super important. On pourrait parler des cours de première année en disant il y a de la psycho, il y a de la socio, il y a du digital, bien sûr, il y a de la communication, il y a du marketing, bien sûr. Mais ça, ce que vous faites, c'est hyper important pour nos jeunes. Encore un mot, parce qu'on m'a fait signe, ça fait déjà 25 minutes. Un mot pour définir l'ISEG. Oui, comme dit, je pense que cette désignation qui m'est venue spontanément lors de ma première visite, le campus américain à Strasbourg, je pense que ça raconte déjà toute l'histoire. Ça cadre totalement avec mes expériences faites aux États-Unis, avec ce que vous dites vis-à-vis de l'attitude pour les étudiants. Tout est fait pour eux, tout est axé sur la vie réelle. On forme des jeunes pour la vie et pas pour qu'ils se forment plus tard quand ils font leur premier boulot, oui. En venant uniquement avec un bagage théorique. Ils sortent d'ici avec un diplôme, ils ont un bagage théorique, oui. Et ils ont le bagage pratique. Ils ont aussi un premier réseau, des gens qui peuvent appeler quand ils ont besoin d'un conseil, on leur ouvre des portes vers des stages, vers des premiers emplois, etc. Donc, pour moi, c'est carrément une école de la vie. Alors, j'ai un chiffre, quand vous avez parlé d'intégration,
le chiffre hors Covid, parce que c'est un peu changé. Mais quand je dis à des parents, bah, on a 100% de placement d'étudiants de 5e année, ça fait un peu Jacques Martin, tout le monde est gagné. Mais je rajoute une autre phrase, on vient les chercher avant qu'ils soient diplômés. Ça veut dire que le diplôme sert vraiment à quelque chose. C'est pas un diplôme pour faire beau sur un CV, c'est un véritable diplôme professionnalisant qui permet à nos jeunes de trouver un emploi avec une autre logique, c'est-à-dire que le digital, extrêmement important, pas de digital, pas de job, communication, ben c'est super important, et je dirais la matière phare, c'est le marketing, parce que si on est bon en market, on est bon en com, et on est bon en digital. Donc, c'est vraiment les 3 pylônes de l'école. On va arriver à 30 minutes, donc il faut que j'arrête de parler en disant encore une chose. Monsieur Littmann, vous le savez, le Père Noël va venir samedi. Donc samedi après-midi de 14h à 17h, le Père Noël vient à l'ISEC de Strasbourg. On a un magnifique sapin de Noël. Alors pourquoi je fais venir un Père Noël? Parce que en me promenant à Strasbourg, déjà la ville est mal éclairée. Et puis j'ai pas eu de Père Noël, donc je me suis dit c'est quand même triste. Le Père Noël il vient, on invite tous les gamins du quartier de la ville qui veulent prendre une photo avec le Père Noël. Ce Père Noël il va aller dans les hôpitaux de Strasbourg voir des gamins qui malheureusement sont hospitalisés pour dire bonjour, et on va remettre des cadeaux donc offerts par Auchan, par Celtic, etc., par des commerçants du centre-ville à tous ces gamins. Voilà. Et vous voyez, Eric Hamel, Eurojournaliste, sera avec vous samedi. Et je sais, je vous remercie. Et c'est ça l'avantage d'avoir un média sur place. Un média sur place, ben c'est gagné. On gagne. Merci, voilà. Monsieur Littmann. Merci, Eric Hamel. La deuxième partie, est-ce qu'il y a éventuellement des questions, Jonathan, Keto, Manette? C'est très difficile de répondre de manière généralisée. Premièrement, et ça je l'ai dit à tous mes étudiants, c'est le plus beau métier du monde. On vit vraiment au pouls de l'actualité par déformation professionnelle. On est 24 heures sur 24 sur l'actualité de ce qui se passe dans le monde, c'est super. Par contre, si vous voulez devenir riche, il faut choisir un autre boulot, peut-être dans le commercial. Donc malheureusement, c'est une profession qui se transforme un peu. Pour faire les premiers pas, très très brièvement, quand je suis rentré il y a 6 ans chez Radio France Bleu, on m'a dit, écoute, on ne sait pas si ce format parlera aux auditeurs. J'ai dit, c'est très simple, je fais ça 3 mois gratuitement. Si les réactions des auditeurs sont positives, on transforme ça en contrat. Si au bout de 3 mois, vous me dites, non, ça n'intéresse pas nos auditeurs, on laisse tomber. Donc j'ai investi de ma personne, je n'ai pas demandé, vous me payez combien? J'ai dit, comment je peux rentrer dans votre station. J'ai fait mes preuves et ensuite j'ai eu mon contrat. Et ça serait un conseil que je donnerais à tout jeune qui a envie de s'orienter dans cette profession. Cherchez-vous en volontariat, faites des articles, publiez des choses sur les réseaux sociaux, regardez un peu les réactions des uns et des autres. Et élargissez, M. Hamel l'a dit, le réseautage, et élargissez vos réseaux. Quand vous rencontrez un journaliste, posez-lui des questions, faites-vous corriger des premiers articles, et vraiment approchez-vous étape par étape de cette profession. Alors, au niveau de l'enseignement, on n'est pas une école de journalisme, hein, donc je précise, mais justement, on a mis en place le lundi, aussi bien de la TV, apprendre comment se comporter devant une caméra, comment monter une émission, comment créer une émission, et j'ai des étudiants qui s'entraînent à faire la météo, à faire le journal télé, enfin, etc. Ce qui fait que c'est la vie plus tard qu'ils auront, parce que s'ils sont des communicants, ils seront bien obligés de passer sur la 3, ils seront bien obligés de faire le travail que l'on fait, par exemple, ce soir. Le monde des médias a évolué, donc il y a les masses médias, et je dirais les médias sociaux, et il ne faut pas les négliger. Et donc la télé, c'est un moyen de communiquer. J'ai un étudiant qui appréciait tellement la télé qu'aujourd'hui il a été recruté par France 3. Voilà. Idem, je dirais, alors pour tout ce qui est écriture journalistique, il y a un séminaire de 4e année sur la comparaison de l'écriture journalistique et d'écriture sur le web.
Donc, c'est un séminaire de 4e année. Mais un étudiant de première année qui arrive, en contact de M. Littmann ou de Laïla, qui est journaliste accrédité au niveau de l'école, qui fait l'interface entre les dernières nouvelles d'Alsace et puis l'école, ça permet à nos étudiants d'optimiser des compétences. Voilà, c'est l'optimisation de compétences. Pour la radio, c'est pareil. Mais un étudiant qui fait la première année de la télé, la deuxième année de la radio et la troisième année du journalisme, moi je suis hyper content. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, je répète, il n'y a aucune obligation. Et on voit des étudiants qui ont des journées mais très chargées. La journée ne se termine pas à 19h. Voilà, la journée se termine à 21h, 22h, ils travaillent. Et parce que ces optimisations de compétences se font le soir avec des professionnels. Et l'après-midi, il y a un cours qui est animé, Jonathan, au niveau de vous, donc sur l'écriture sur les blogs et sur le digital. Donc c'est les prémices du début qui leur permet de communiquer correctement et de ne pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je rajoute peut-être, parlant de mes propres cours, j'ai commencé cette année avec une comparaison entre les médias numériques, parce que c'est l'accent qu'on met cette année sur ce qu'on fait, en comparant avec des médias classiques, surtout le print, pour qu'on voit tout de suite, en travaillant sur la thématique, les différences. Donc je les laisse découvrir eux-mêmes les différences, en analysant les groupes cibles, le langage utilisé dans les groupes cibles, et du coup, cette différence dont vous parlez, elle devient évidente. Et ils apprennent presque automatiquement et sans s'en rendre compte qu'il faut écrire différemment quand vous avez 3/8 d'une page dans un imprimé, ou si vous avez maximum demi-signe sur un réseau social qui doit être beaucoup plus court, beaucoup plus concis, sinon les gens ils cliquent sur retour. Alors, au demeurant, je vais dire tout le monde. L'école est ouverte, je répète. C'est-à-dire que, par contre, il y a un concours. Voilà. Et le concours, il est le même pour tout le monde. C'est-à-dire en première année, il y a un concours, admission parallèle, il y a un autre concours, un autre type de concours. Mais, je dirais, le plus important pour tous les étudiants que je peux recruter, il y a un point commun sur des étudiants qui ont une passion. Quand je dis, ce n'est pas un mot péjoratif, est-ce que tu as une passion? Non, c'est une passion, et la passion, elle est dévorante. Et je peux avoir des exemples d'étudiants où ils m'ont emmené sur des terrains qui étaient leurs. J'avais un étudiant qui m'a parlé des avions de chasse de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un spécialiste. Il était tellement spécialisé que quand il m'en parlait, à la fin, il m'a impressionné. Et je lui dis, ce gars-là, il faut qu'il vienne à lycée. Il a une passion. Et de cette passion, il retrouve un peu une passion qu'il va mettre peut-être dans l'écriture journalistique. Et puis, il va s'apercevoir qu'il est facile de contacter des rédacteurs en chef de magazines spécialisés dans l'aviation. J'ai des étudiants, je prends des exemples qui m'ont un peu étonné, du conservatoire, qui jouent du saxo et qui ont été recrutés parce que je les ai mis dans le couloir. Et puis, elles jouaient du saxo tellement bien que tous les étudiants sont venus en disant il nous la faut, pour la fête de la musique. Mais il nous la faut. Et donc, hormis les tests, je dirais, de culture générale, technique d'expression, d'anglais, l'oral que l'on passe sur la passion, c'est toujours un très bon moment dans la vie, toutes les semaines, c'est le mercredi, on fait passer des concours, mais je suis étonné des étudiants passionnés. Ce qui fait que ces étudiants, Monsieur Kellyman l'a remarqué, ils sont toujours très courtois, très polis, très passionnés, et ils vont jusqu'au bout des choses. Ouais. Plus de questions? Bon, écoutez, Jonathan, je vous remercie beaucoup. Monsieur Kellyman, superbe intervention. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est qu'on n'a pas voulu vraiment préparer l'entretien. On l'a fait en live, vraiment en live, en se disant, on a des choses à se dire. Ça va être une communication entre Monsieur Littmann et puis moi, à travers, je dirais, des thématiques qui est la première thématique, pourquoi on vient à l'ISEG? Et à l'ISEG, soyez sûr, vous allez rencontrer des passionnés. C'est un incubateur de passionnés. Sur ce, je vous dis au revoir et passez une bonne soirée.